Backcheck, votre émission de débrief au terme de cette nouvelle soirée de National League. On a eu un match fou, on a eu des matchs sans histoire et on a eu des matchs où Genève Servette s'est cassé les dents face à Ambri Piotta. Bref, on ne s'est pas ennuyé une nouvelle fois. On va vous résumer tout ça avec Antoine Desclous, Doug Boulanger et Stéphane Rochette. L'image du jour, je crois qu'elle est toute trouvée. Elle est facile, elle vient d'arriver là il y a quelques minutes. C'est la victoire en prolongation de Fribourg-Gotteron 7-6 avec la joie de Victor Stolberg qui a délivré les Dragons en prolongation. Bonsoir, bienvenue, installez-vous, il y a beaucoup de choses à dire, des beaux buts à vous montrer et on va commencer par une belle affiche entre Zurich et Lugano, Hallenstadion, deux équipes qui produisent du bon jeu quand elles sont dans leur bonsoir et c'est vrai que Zurich devait se faire pardonner de la dernière défaite contre Langnau et tout ça commence dans cette rencontre par un but annulé. C'est le premier fait marquant de cette rencontre entre deux ténors de notre championnat, 5e minute de jeu. Antoine Desclous, Lajunen va se voir refuser son but pour une passe de la main qu'on voit là, hop, qui remet le puck directement sur le Finlandais. La passe avec la main, non, je pense pas que c'est la passe qu'il voulait faire, il voulait le mettre au fond directement. Mais c'est sûr que c'est touché avec la main, ça change de direction, je pense que c'est correct. Enfin, Stéphane pourra affirmer que c'est normal qu'ils annulent. Il y a un mouvement, et vu comme ça... Oui, il y a le joueur, il veut vraiment toucher le puck avec la main, le contrôler. Mais il part à 45 degrés derrière. Oui, je peux comprendre qu'on l'a refusé, mais c'est pas vraiment... Il n'avait pas d'intention. Si vous, par exemple, il y a un puck dans les airs, vous voulez le prendre avec la main, puis que vous le ratez, puis il va sur un coéquipier, c'est pas une passe avec la main. Mais là, c'est que la motion était vers le but. Vers le but. Et ça, c'est... S'il veut marquer, si son intention, c'est de marquer avec la main, c'est pas très discret non plus, Doug. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Ah oui, il peut pas. Mais le fait, c'est passe avec la main. C'est l'action de ramener le puck et que c'est son joueur qui la récupère qui fait que c'est pas bon, en fait. C'est une belle situation, quand même. Et du coup, derrière, c'est Zurich qui va prendre les commandes de cette rencontre en ouvrant le score en fin de première période. Prassel assiste Berny. Ça sera un but encore, Stéphane, revu à la vidéo. Il y a eu pas mal de trafic devant la zone du gardien. Regarde là sur cette action avant que le puck aille au fond. Oui. Et finalement, on l'a validé. Oui, alors, évidemment, il y a un rebond. Le puck semble libre devant le gardien. Il finit au fond. Donc, si le puck est visible, le joueur touche le puck en premier. Là, on voit bien. Et ensuite, la jambière. Ah, ouais. Mais c'est... Ouais, ben là, c'est... Ouais, c'est... Honnêtement, j'aimerais bien la revoir encore une fois parce que j'ai l'impression que le premier joueur de Zurich, vraiment, balaye la jambière du gardien d'abord sans toucher la rondelle. On va te la remontrer, Stéphane, regarde. Depuis le haut, là. Voilà, donc, c'est Robin Vic qui est dans la zone du gardien. Ouais. Donc, Vic, voilà, c'est Vic qui pousse le gardien, à moins que ce soit le défenseur de Lugano. On va le regarder bien ici. Un joueur, un arbitre qui passe au moment. Depuis en haut, on le voit assez bien. Regardez ici. Ouais, disons que Vic est au milieu de 3 Lugano. Mais c'est quand même la canne de Vic qui touche la jambière du gardien. Hein? Ouais. Ça, c'est un beau cas d'école. Là. Je pense qu'on n'est pas au match 7 de finale de play-off, là, parce que là, ça ferait une polémique. Doug? Pour moi, c'est un bon goal. Sur la séquence, on voit le puck tout le temps. Oui, Vic fait contact, mais je pense que c'est pas assez pour sortir le gardien du jeu. Moi, je suis pas si sûr que ça. Moi. Je suis d'accord avec Doug, moi. On met des guillemets. On met des guillemets, messieurs, parce que finalement, en 38e minute, Zurich va très bien négocier les fins de période ce soir, va aller inscrire le 2-0. C'est le défenseur international Patrick Gehring qui va l'inscrire. Là, on le voit à la ligne bleue. Il attend la passe d'Andri Ghetto et de Phil Baltisberger pour aller donner du confort à Zurich, Antoine, dans cette rencontre face au club tessinois. Écoutez, je découvre le but en même temps que vous. On voit qu'il y a du... Mais non, là, je pense que le gardien est un petit peu incriminé sur le jeu. Il coupe au très bon moment le joueur zurichois devant la cage. Il est masqué. Ouais, c'est vrai que c'est bien joué
de la part de l'ailier zurichois là, qui coupe devant le gardien. Le shoot par forme, c'est vrai que en découvrant le but, on se dit un petit peu le gardien qui est responsable. C'est très bien exécuté de Zurich finalement. Lugano va revenir dans le match et pimenter la fin de rencontre avec la réduction du score qui va arriver un peu à moins de 8 minutes de la fin de cette rencontre. C'est Giovanni Morini sur un assist de Luca Fazzini qui va amener le score à 2-1, le score final de cette rencontre. Stéphane, qui conduit donc à Zurich à retrouver le chemin de la victoire et à Lugano bien de ne pas confirmer le succès de l'autre jour contre Davos. Oui, donc Lugano, ça leur faisait 4 matchs en 6 soirs. Hein. Ils ont joué back-to-back jeudi, vendredi contre Genève à Genève, qu'ils ont perdu. Victoire dimanche contre Davos, défaite ce soir. Donc, 3 défaites en 4 matchs, mais il faut dire que 4 en 6, là, c'est compliqué. Bon, Zurich avait joué aussi vendredi, dimanche. Là. Quand même, c'est beaucoup de matchs en peu de temps pour une équipe qui a été en quarantaine, nanana. C'est toujours la même chose en Suisse. On dirait qu'on court pour attendre, puis on attend pour courir, spécialement cette année. On concentre les matchs, puis tout à coup, on a une pause, puis c'est compliqué. Mais bon, une défaite 2-1 à Zurich, c'est pas non plus une honte. Mais c'est une défaite quand même. Ce qui est plus inquiétant, donc, c'est peut-être le secteur défensif tessinois qui ne va pas très bien. Il y a eu la charge de Ria sur Elia Riva qui est out. Il y a Tim Id, aussi le défenseur, qui est commotionné. Et ce soir, il y a Bernd Wolf qui est tombé sur l'épaule puis qui n'a pas terminé la rencontre. Ça, c'est pas bon pour Serge. Non, c'est sûr. Puis là, ils avaient encore un junior, je pense, qui jouait ce soir, Ugadi. Donc, le jeune, c'est des gros morceaux qu'ils ont perdus. Puis il faudra voir comment Lugano va composer ses prochains matchs. Avec Zurich, Antoine, il n'y a pas forcément beaucoup de buts quand on joue dans ce genre de match. Il y avait déjà un succès 2-0 contre Bienne et une petite défaite contre Ambry 2-1. La défaite 4-3 contre Langnau, c'est, on va dire, efficace du côté zurichois. On n'en fait pas trop dans ces dernières sorties? Je crois pas. Je pense que c'était très étonnant la défaite contre Langnau, là. On n'attendait pas du tout. Mais par contre, c'est pas qu'on n'en fait pas trop. Hein. C'est vraiment fort, Zurich. En face, quand on va jouer Zurich, il faut vraiment penser défensif avant tout. Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas plus de buts. C'est qu'en face, on doit vraiment se concentrer. Parce qu'ils sont réguliers. Il y a vraiment beaucoup de bons joueurs, de bonnes lignes. C'est solide derrière. Je veux dire, si on devrait trouver un point faible, c'est les gardiens. Et quand ils doivent être utilisés, on se rappelle en début de saison, c'était moins bien. Quand Werber est revenu, il a donné sa place. Ça s'est bien passé. Mais je crois que les équipes prennent tellement au sérieux Zurich, c'est ça qu'il y a peu de buts. Là, ils ont perdu Chris Batlisberger pour la saison, fracture à la jambe. En tournant, il s'est fait ça lui-même. Donc là, c'est quand même un gars qui réalisait jusqu'à maintenant sa meilleure saison. Première ligne. Zurich, depuis le début de la saison, c'est 37 tirs au goal par match. C'est une moyenne qui est monstrueuse à tenir. Ça veut dire que tu comptes toutes les équipes, que ce soit Zug ou peu importe qui ils affrontent, c'est énorme. Il crée du jeu. Il y a beaucoup de tirs au but. Je sais pas... Il y a du jeu plus offensif. J'en ai parlé dans une de mes chroniques. Moi, il n'y a pas d'entraîneur finlandais. Tout le monde joue assez ouvert. C'est quasiment 5 tirs de plus par équipe par match cette année par rapport. C'est énorme. Et on a des équipes comme Fribourg qui normalement accorde beaucoup de tirs au but. Langnau aussi, c'est 37 par match. Ce soir, on a aussi des chiffres astronomiques. 40 tirs pour Lugano, 30 par Zurich. Beaucoup, hein? On va te laisser mener l'enquête, hein, Stéphane, sur les statistiques des tirs que l'on trouve peut-être un petit peu élevés depuis le début de la saison. On va venir dans ce back-check à ce qui a été notre match studio aujourd'hui. Là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de buts à la Valachia. Ça a été longtemps moyen comme niveau de jeu. Et on commence, Stéphane, avec ta tablette, parce que je vais venir vers toi. Ça a commencé, on va dire, un petit peu de manière étrange avec la pénalité contre Tom Ernest de 5+20 qui lui a été donnée au quart d'heure de jeu. Oui, pour moi, c'est une pénalité inexistante. On en a parlé ici après le premier tiers. On va la regarder ensemble. Pour moi, c'est totalement accidentel. Pour moi, il n'y a même pas 2 minutes sur la séquence. Regardez bien, on va aller sur la tablette. Ça se passe devant le but ici. Là, vous avez un 1 contre 1 avec Tom Ernest contre Trisconi. Il y a un tir qui vient du coin. Et notre ami Tom Ernest, tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de boxer out son adversaire. Il essaie de le tenir à l'extérieur. C'est-à-dire comme ça pour pas qu'il aille finalement prendre le rebond. Regardez bien ce que ça donne. Tac. Regardez. Hop. Allez, il le pousse. Alors, à ce moment-là, regardez, le joueur est en déséquilibre, perd pied, essaie de faire une figure de style de patinage artistique, n'y arrive pas. On va revenir en arrière, je vais vous le remontrer encore. Pour moi, c'est un box-out, tout ce qu'il y a de plus classique.
Regardez, il pousse. Le puck vient de passer là. Tom Ernest, regarde, il veut pas qu'il aille au rebond à la cage. Il est à 50 cm devant la ligne rouge de but. Il le pousse. Trisconi arrive très, très mal, un peu comme Riva. La conséquence est un peu fâcheuse. Il n'a pas été blessé gravement. On l'a revu dans le match. Mais pour moi, il n'y a même pas 2 minutes. Messieurs, je vous laisse vous exprimer, mais pour moi, on va reparler. Non seulement il n'y a pas 2 minutes, puis en plus, ça va faire mal à Genève parce que notre ami Tom Ernest risque d'être suspendu parce que c'est sa deuxième match. C'est sa deuxième contre le même joueur, Doug, en plus. Oui. C'était déjà contre Trisconi. 50 minutes contre le même joueur. Oui, il charge contre la tête contre 5 minutes plus méconduite pour le match charge contre la tête contre Trisconi en début de saison. Et là, comme c'est sa deuxième pénalité de méconduite pour le match, il va automatiquement être suspendu pour le prochain match. Ma question est, moi, je suis Genève Servette aujourd'hui, je connais l'importance de Tom Ernest, je fais recours et je tente de la faire annuler. Non, mais je pense, alors... Moi, là, ce qui m'en gêne encore un petit peu plus, parce que pour moi, il n'en plus pas. On voit bien que l'arbitre qui est derrière l'enfant de patinoire, hein, qu'on voit bien sur la caméra, qui ne donne pas de pénalité, les arbitres ont donné une pénalité quand ils ont vu que le joueur ne se relevait pas. Ils sont 4 quand même, ils peuvent aller discuter, parce que là, oui, c'est impressionnant, mais non. Mais non, on voit, si moi je regarde les patins de Trisconi, tout d'un coup, il a son patin qui bloque. Que ce soit une marque dans la glace, et puis il part en avant. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable, Antoine. Ouais. Tom Ernest fait son boulot. Box-out parfait, rien à dire. Mais est-ce que la poussette est vraiment nécessaire, vu qu'il a déjà fait son job jusque-là? Disons qu'on on joue pas l'élastique non plus. Hein. OK. Hein. J'ai dit que je me fais l'avocat du diable. Non, mais je veux dire... J'essaie de faire avancer le débat, non, mais ça d'apporter peut-être une vision différente. Ça fait quand même un petit peu partie du hockey, je veux dire, hein, de montrer que c'est mon territoire, de mettre dehors. Parce que si c'est pas ça, on peut ôter les épaulières, et puis on... Non, Tom Ernest faisait clairement le bon jeu, puis pour... C'est le box-out avec la bon, pousse le gars vers l'extérieur. C'est un bon gars, je veux dire, ça n'a rien d'un méchant joueur. Ouais. Bon, Ambry va pas marquer hein, sur les 5 minutes de pénalité contre le défenseur suédois, international suédois, mais va profiter à la 25e minute de jeu de quand même ouvrir le score. Tsvergeri Nettinen s'associe sur ce puck remis devant le filet, Stéphane, qui est mis contre son compte par Fulmin. Déjà à ce moment-là, on savait que la soirée allait être compliquée pour Genève, que ça n'allait pas être facile. On le sentait, que les choses ne tournaient pas pour Genève ce soir. À chaque fois contre Ambry, c'est le même siècle. Mais là, sur cette séquence-là, c'est des clous. Il y a eu un rim. Muller a mis le puck en fond de zone et puis le gardien des clous n'est pas arrivé à bloquer le puck derrière la cage pour le défenseur. Il est arrivé un petit peu trop tard et ça a donné une patate chaude. Et finalement, c'est ça qui a abouti au but. Un peu chanceux, vous allez me dire, mais quand même, on a couvert après le trouble du côté de Genève sur cette séquence-là. Bien sûr, on remonte un petit peu, là, c'est ce qui est arrivé. Puis c'est sur un match aussi, on va pas dire insipide, c'était pas terrible, mais un but, tu devais tomber, puis c'est un peu des fois chanceux. Mais mérité, de nouveau, je crois qu'Ambry ont été... Pour moi, ils ont été valeureux. Ils laissent pas l'espace, ils vont au combat avec leurs armes. Ils ont 2-3 bonnes petites gâchettes, des gars qui font des belles feintes. Puis ils ont marqué. Bon, si la première période n'a pas été terrible niveau hockey, la deuxième a été marquée par beaucoup de pénalités. La troisième va permettre à Ambry de marquer le 2-0. Hein. Genève qui avait cherché cette égalisation. Et finalement, Doug, le but est pour Johnny Kneubuller. Oui, très bon travail devant la cage de Johnny. Je pense qu'il a dévié sur la séquence, puis donne l'avance 2-0 à Ambry. Puis, écoutez, Ambry, pour moi, était meilleur que Genève au niveau de l'intensité. Ils ne leur ont pas laissé d'espace. Ils ont été vraiment sur le puck premier, sur tous les pucks. Puis, ils ont réussi quand même à fermer, à empêcher le plus gros powerplay de la Ligue de s'inscrire au pointage. Puis, pour moi, c'est une victoire méritée d'Ambry-Piotta ce soir. Oui, parce qu'il reste 10 minutes à ce moment-là. Genève pousse, veut déjà chercher la réduction du score. Elle aurait pu tomber sur ce poteau de Noah Rod à moins de 5 minutes de la fin. Il y a encore eu des situations spéciales avant la sirène. Stéphane, ça n'a simplement pas tourné aujourd'hui. C'est pas un match sans de Genève, j'ai pas envie de dire ça, mais ça a été un match où on aurait peut-être pu jouer encore plus longtemps sans marquer. Il y a des matchs comme ça, où ça fait 2 fois que ça arrive à Ambry d'ailleurs, hein, puis à la maison aussi. On a perdu 3 matchs contre Ambry, Genève cette année. Donc, il y a des équipes comme ça qui, tout à coup, dans une saison, ne te conviennent pas. Mais regardez, Bienne et... C'est arrivé en Langnau aussi.
si je ne me trompe pas. Un match où il n'y avait rien qui rentrait. Il n'y a rien qui rentrait. Donc, après 3 bons matchs où tout allait bien, 22 buts marqués en 4 matchs, mais là, ça fait 22 buts marqués en 5 matchs. La moyenne vient de baisser pas mal. Hein? Bon, Stéphane, je vais revenir vers toi parce que on avait, si vous étiez avec nous en direct, coupé assez court à la fin sur la sirène, ce début de bagarre un peu général qu'il y avait eu. On va d'abord l'analyser avec la tablette pour comprendre pourquoi ce début de bagarre a eu lieu. Puis ensuite, on vous montrera un petit peu ce qui s'est passé. C'était pas joli. Bien là, regardez, on est 4 contre 4 à la fin de la rencontre. On peut aller sur la tablette tout de suite, comme ça, je vais montrer aux gens. On est 5 contre 4, et puis la cage est vide du côté de Genève. Donc là, vous en avez 4. Vous envoyez 4 d'Ambry ici, et vous en envoyez 4 de Genève aussi. 1, 2, 3, 4. Le 5e, c'est Simon Lecoultre qui est à droite de votre écran. Regardez bien ce qui se passe. Donc, il reste quelques secondes. Et là, il faut savoir qu'avant, notre ami Omar avait eu des mots avec Novotny. Il avait maille à partir. Et là, le 5e de Genève, il vient d'arriver. C'est ici, c'est Simon Lecoultre. Et là, il reste 4 secondes. Le match est fini. C'est terminé, là. Ça sert à rien. Regardez ce qui va se passer. Simon Lecoultre qui va aller contre le joueur d'Ambry. Il va sauter. Regardez l'extension de Simon Lecoultre. Il va sauter pour charger le joueur d'Ambry. Ça, c'est une pénalité déjà. Et vous avez Omar qui va aller s'en mêler. Il va venir encore charger le joueur derrière en sautant. Regardez, les 2 joueurs de Genève viennent frustrés. Bam, bam. Et ça commence. Le trouble commence. Et là, vous allez voir, la fin du match arrive. Tchatcho, lui, ne va pas participer à la bagarre. Et là, vous allez voir, c'est l'échauffourée totale. Mais là, si vous arrêtez ici, comptez le nombre de joueurs. C'est la fin du match. Et là, il y en a un paquet. Regardez, Ambry, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'Ambry. La même chose pour Genève. Il y a énormément de joueurs. Il y en a un qui va sauter sur la glace, qui va être très, très actif. C'est notre ami Fritché. Regardez, Flynn saute dans le paquet. Là, il y a des joueurs sur le banc qui vont s'en mêler aussi. Et là, les arbitres auront de la peine à dépatouiller tout ça. Et vous avez un Fritché qui n'était pas là, qui va être très actif, lui, qui va enlever ses gants. Il va vouloir s'en prendre à tout le monde. Et là, la bagarre, Novotny a fini avec un nez ensanglanté. Regardez bien Fritché, lui, va lâcher les gants. Regardez, il s'en prend à tout le monde. Et là, tout le monde saute dans le paquet. Voilà, donc il y aura des pénalités à distribuer. Je pense que la Ligue devra revoir. Et là, Novotny, Flynn aussi a un peu ramassé. Tu nous rappelles ce qui arrive à la sirène par rapport aux joueurs qui sont entrés sur la glace? Normalement, vous n'avez pas le droit. Bon, évidemment, là, c'est le problème, c'est que c'est la sirène. Le match est terminé, c'est compliqué. Mais si un joueur saute sur la glace pour participer à une bagarre, la pénalité encourue pour le premier, c'est 2+2 plus méconduite pour le match automatique. Ensuite, les 9 autres. Suivant, 4 d'une équipe et 5 de l'autre, c'est les 10 minutes de méconduite. Et voilà. Après ça, il faut identifier le premier. Là, c'est la fin du match. Qui a sauté en premier? Mais là, Fritché, à mon avis, Fritché va être sanctionné. Et par rapport à un combat, quand tu as 2 joueurs qui s'affrontent en 1 contre 1, puis tu en as un deuxième qui vient... C'est le méconduite. C'est la pénalité. Il y a une pénalité de 5 minutes, plus la méconduite automatique qui vient. Là, Fritché est vraiment le 3e homme dans 2 bagarres. Vous avez Fair qui saute dans le paquet. Vous avez Flynn qui saute dans le... Ah, évidemment... Non. Là, les arbitres, je pense qu'ils sont bien emmerdés, honnêtement, pour donner des pénalités. Mais ça va être revu à la vidéo, puis on pourra donner des sanctions à la vidéo, à mon avis. Moi, il y a des choses qui me gênent, là. Vraiment. Omar, c'est une petite star, le gars, hein, parce que ça va pas pour lui aujourd'hui. C'est déjà énervé, frustré. Je peux encore passer l'éponge puis excuser Lecoultre, qui est encore un peu jeune, mais ce qu'il fait, c'est lui qui déclenche. C'est lui qui déclenche. On est d'accord. Mais Omar, qui fout la deuxième charge, juste derrière, qui tourne, parce qu'on le voit bien, on a bien regardé ça. Après, la bagarre, elle part. Normalement, voilà, il y a 2 qui sont en train de se bagarrer. Normalement, on les laisse parce que ça fait partie un petit peu du... C'est comme ça, voilà. On respecte un petit peu une bagarre qui part. Mais là, c'est parti dans tous les sens. Beaucoup de frustration du côté Genève. Moi, j'en veux beaucoup aux vieux, là, de Genève. Remarque, faire, pas nécessaire. Non. Vous êtes frustrés, messieurs. Un jeune, je peux encore comprendre. On a eu 20 ans, 22 ans. Mais, puis après, Fritché, on connaît un petit peu que c'est pas forcément... Il y avait eu des pénalités, smart, messieurs, dans ce match, c'est vrai, mais rien de, on va dire, de trop d'animosité, finalement, d'où qui amène quand même à cette fin de match. Ouais, écoutez, je pense qu'il y a eu une accumulation de facteurs. Faut dire que c'était un match qui a été très mal arbitré. Pour moi, il y a eu plusieurs fois durant le match où il y a eu des hors-jeux qui n'ont pas été sifflés. Il y a eu des pénalités qui étaient douteuses. Je trouve que j'y vais pas de main morte avec les arbitres, mais ça va avec le match qui était un peu un match de ping-pong, là, avec des... Ouais, c'était pas un beau match. Puis de ce côté-là, je pense que les arbitres ont un peu perdu ils ont perdu le match, ils l'ont échappé. Et puis à la fin, les émotions ont pris le dessus, puis un classique. On va noter le blanchissage de Tchatcho.
et la belle série de 4 victoires consécutives qui s'arrête donc pour Genève Servette. On va voir comment on l'explique à l'interview avec un joueur des Aigles. Arnaud Jacquemet, 3e défaite en autant de matchs face à Ambry cette saison. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas contre ces Tessinois? C'est une équipe qui travaille fort, c'est une équipe qui joue sur ses qualités avec les joueurs qu'ils ont et puis il faut croire qu'elle ne nous réussit pas cette année. C'est un peu un copier-coller du match qu'on avait eu à la Valachia ici l'année passée, enfin début de cette saison. Donc voilà, il s'est passé des choses de nouveau un peu qui nous donnent un peu, qui nous laissent un mauvais goût, je dirais, dans la bouche. Mais voilà, on va pouvoir être plus fort que ça et puis si on veut réussir quelque chose cette année, on va devoir passer ces choses-là et puis passer à autre chose. Sur les 4 derniers matchs, on avait vu un Genève percutant en attaque. Là, ce soir, vous êtes resté muet. Comment vous expliquez ça? Ouais, on n'a pas réussi à marquer. On a joué beaucoup à 4 aussi, donc ça coûte pas mal d'énergie. Après, quand tu perds ton meilleur joueur au premier tiers de cette façon-là, je pense que ça frustre tout le monde parce qu'on n'a pas vraiment compris. Et c'est de nouveau, c'est comme le premier match ici, pareil. Temernes avait pris 5 minutes au premier tiers, donc voilà, j'ai pas vu les images, je peux pas me dire ce qui s'est passé, mais voilà, ça me semblait très sévère pour pas dire plus. Et puis voilà, après quand même, on a encore 40 minutes, on a assez de qualité sur le banc pour revenir. On aurait enlevé Ambry de nouveau, ils ont travaillé, ils ont mérité cette victoire, mais voilà, on a été très frustrés. Merci beaucoup Arnaud et bonne rentrée. Merci pareillement. C'est ce qu'on aime bien avec Arnaud Jacquemet, c'est que le résumé est ultra lucide, à chaud comme ça après la rencontre. Il a vraiment un peu tout dit de manière très, très juste et honnête. Allez, bien Langnau aujourd'hui à la Tissot Arena qui était prévu, un derby bernois qui était l'occasion pour 2 nouveaux joueurs d'honorer leur nouveau maillot. On veut parler bien sûr de ce transfert que l'on a évoqué en avant-match aujourd'hui dans Puck and Goal avec Lucas Ischier d'un côté, Perttu Lindgren qui arrive dans le Seeland, Antoine Desclous. Voilà, ça devient un petit peu monnaie courante ces changements. Ils ont pu jouer tout de suite. Écoutez, ça et fait se mettre en action. Ça fait partie du hockey qu'on veut en Suisse. Ça a choqué il y a 15 ans en arrière, 10 ans en arrière. Tous les acteurs sont partie prenante, hein, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les directions de club, les agents. Et ça va plus, il y a des échanges. Ça peut étonner des anciens, mais aujourd'hui, on doit s'y faire et c'est comme ça. Et Perttu Lindgren, Stéphane, je vais te donner la parole. Il n'a pas mis très long à se mettre en action, puisqu'après moins de 4 minutes de jeu, il va ouvrir le score pour le HC Bienne avec cette réussite sur ce contre. La passe est Jason Fuchs. Elle est superbement distillée pour le Finlandais. On pensait qu'il allait jouer avec Rajala, 2 Finlandais. Non, on l'a mis avec Jason Fuchs, qui est un excellent passeur. La passe est magnifique, tir sur réception. On sait que Lindgren, c'est un excellent joueur de hockey. Ça a été même un des meilleurs, sinon le meilleur étranger il y a quelques saisons en arrière. Il avait gagné des honneurs individuels aussi. Et je pense qu'il était très malheureux du côté de Davos. Il devrait éclater du côté de Bienne. Je pense que ça va être un bonus pour la HC Bienne. Mais qui est à la passe? Doug Boulanger pour le 2-0. C'est d'abord Radgeb, c'est Perttu Lindgren et la finition, c'est Gillian Colère. Déjà 2 points pour le Finlandais et très beau geste de Colère. Très beau geste de Colère. Puis c'est les devants 2-0 sur cette action. Colère qui se démarque dans le slot, puis il la met magnifiquement croisée. Vraiment un très beau tir du poignet. Alors, Bienne restait sur 4 défaites, n'avait pas encore gagné en 2021 et ce match va faire du bien puisque les Zélandais vont même le terminer avant la première période sur le 3-0. Là, côté Emmentalois, on s'est complètement loupé dans la sortie de zone et la finition est là aussi, Antoine, presque facile pour Künzle. Ouais, presque facile, mais je pense que les Emmentalois ont bien aidé Bienne dans leur jeu, ils n'auront pas cité la tâche. Mais de nous, on a vu, de nous aussi, on ne regarde pas complètement le match, on a vu que Bienne était bien plus entreprenant, était plus costaud, il était plus présent, ouais, plus les couleurs rouges que les jaunes en regardant d'un œil. La messe sera même dite, Doug Boulanger, après 15 secondes dans le début de la deuxième période avec le but de Pouliot qui profite de ce lancer de Radgeb pour j'étais extrêmement définitivement content mettre bien à l'abri. J'étais extrêmement content pour Marc-Antoine qui a un but, une passe ce soir et qui avait connu un bon match contre Genève avec beaucoup d'occasions. Puis là, finalement, il peut la mettre au fond. Je pense que ça, c'est un goal qui va faire extrêmement beaucoup de bien. Ouais, surtout que Marc-Antoine Pouliot, Stéphane, il a été quand même pas mal...
on va dire, au centre de polémique, beaucoup de pénalités écopées, un petit peu plus lent dans le jeu. Et là, depuis 2 matchs, il revient un petit peu le Marc-Antoine Pouliot qu'on le connaît. Il a été frustré. Je rappelle, il a été blessé au genou l'année dernière. On en a parlé souvent. À son âge, ça ralentit. Et un lent début de saison, à l'image de son équipe, a été reblessé en début d'année. Et là, on sent qu'il est quand même sur son air d'aller. On l'a senti frustré certains matchs. On le voit quand il est frustré, lui. Il joue frustré, on le sent. Et là, honnêtement, moi, j'étais au match dimanche. J'ai commenté ce match-là contre Genève. Il a eu 4-5 grosses chances de marquer, des clean shots. Ça rentrait pas, ça a dévié. Le gardien a été super contre lui. Et là, ce soir, ça semble voir débloquer. Il y a une passe quand même, un assist dimanche, un but, une passe aujourd'hui. Je pense il risque. On sent sa frustration. On sent que les trucs, comme son équipe, ça tourne pas pour lui. Mais je pense qu'il est en train de prendre son air d'aller. Ouais, lui, à la différence d'autres, Doug, il l'extériorise, il le montre quand même beaucoup. Quand ça va bien, son beau sourire. Quand ça va moins bien, ma foi, c'est le Marc-Antoine Pouliot pénalisé. Écoutez, quand vous jouez à ce niveau-là, c'est les émotions, ça fait partie de la game. Puis c'est un gars qui travaille tellement fort dans les 2 sens de la patinoire. Puis c'est vraiment un très, très bon étranger de ce championnat. Puis là, je pense que ça va le libérer un petit peu d'avoir connu du succès ce soir. Moi, si tu me permets, là, je suis difficile avec Pouliot. Je l'aime pas, moi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que s'il n'avait pas son sale caractère, émotion, s'il contrôlerait ses émotions, il ne jouerait pas en Suisse, il jouerait en NHL, le gars. Oui, parce que lui, c'est un choix de premier tour de la C'est un joueur, il est incroyable, mais il arrive à tout faire ou tout casser. Il n'a pas réussi, même à son âge. Oui, l'émotion. J'en étais aussi un de ces joueurs qui n'arrivaient pas à garder l'émotion juste. On est d'accord? Je sais de quoi je parle. Il est tellement fort, ce gars là, qu'encore à son âge aujourd'hui, il arrive encore à aller comme ça, il devrait être là. Mais dans sa carrière, s'il avait pu contrôler ça, il serait de l'autre côté, parce qu'il est intrinsèquement incroyable, bien entendu. Choix de premier tour NHL, Oilers d'Edmonton. L'année, il me semble que c'est Pas les qualités. 2005, quelque chose comme ça. Mais voilà, puis il n'a pas réussi à faire sa place à jouer, etc. Mais je suis quand même un choix de premier tour, 22e au total. Toi, tu l'as connu quand il était jeune. Écoutez, T'as joué contre lui, je suis allé au la même école, au même sport-études. C'est un gars qui est 2 ans plus vieux que moi, si je ne me trompe pas, ou 3. Puis c'était tout un joueur de hockey. Donc aujourd'hui, je suis juste content pour lui que ça débloque, puis en espérant que ça continue comme ça lui, pour le reste de la saison. Lui, il dit aussi qu'il était au même sport-études que toi? Ou bien? Non, je pense pas. Stéphane, peut-être que tu auras besoin de tes lunettes, Stéphane, parce qu'on va montrer une charge qui a eu lieu d'un joueur emmentalois sur Michael Hugli. C'est Ernie. En milieu de glace, ça va se passer. Ça n'a pas été pénalisé, mais il y a contact quand même. Est-ce que c'est contact à la tête là, sur le joueur 61 du HC Vienne? Écoutez, là, je pense que les gens à la maison, vous êtes comme moi, vous ne l'avez pas vu. Regardez bien, le joueur, il ferme le gap sur un Hugli qui coupe au milieu à travers la glace. Regardez. Et moi, je ne vois... Il y a aucune... Le joueur fait juste lui couper la route ou lui bloquer fermer le gap. Moi, je pense qu'il n'y a aucune pénalité là-dessus. Je le regarde puis je vois pas de contact clair à la tête. Je vois pas d'extension. C'est même pas une mise en échec. C'est juste que le joueur patinait avec lui. Il y a eu un contact. Et Hugli est un peu en bas. Mais messieurs, est-ce que vous avez vu quelque chose de répréhensible? J'espère qu'ils ne vont pas donner. On va le regarder parce que encore. là, non. Là, il coupe. Il n'a jamais été regardé. Hein. Tu en parlais la semaine passée sur une autre charge qu'on doit faire attention. Il doit savoir que ça vient depuis derrière. Puis là, elle est déjà en train de tourner, de baisser l'épaule. Il n'y a rien. À la limite, on pourrait presque encore en vouloir à Moser donner la passe parce qu'il voit que l'autre, il a anticipé. Mais il n'y a pas. Donc, ça fait partie des... Donc, tu vas dans le sens, tu contredis? Rien à déclarer. Pour moi, il n'y a rien. Non, Bon, je voilà. pense pas. Je vois pas le gars, il patine en bas. C'est plutôt Hugli qui arrive contre lui. S'il arrive avec le coude, OK, mais c'est même pas une mise en échec. C'est juste qu'il vient lui barrer la route. Bref, voilà. Rien à... Bon, on va avoir une réaction d'un des 2 nouveaux joueurs du HC Vienne au terme de cette rencontre pour nous expliquer ce succès 4-0 de ces nouvelles couleurs. On parle du Bernois Lucas Ischier. Können Sie uns erzählen, wie ist es passiert für Sie von Sonntag bis heute Abend? Ja, das ging alles sehr schnell, genau. Sonntag haben wir mitbekommen, dass es den Trade gibt. Montagmorgen direkt abgefahren und dann hier direkt Medical Checks und dann aufs Eis und heute gespielt, ja. Für Sie ist dieser Transfer ein neuer Start für die Karriere? Ja, es ist wie ein Neustart, jetzt wieder weg von Davos, wieder in der Umgebung. Ich freue mich sehr und jetzt auch dann die nächsten Jahre und jetzt schon hier zu sein. Danke vielmals. Danke.
Bon, voilà, pas très bavard. Hein. Lucas Hischier, il nous a quand même dit que tout est allé très vite entre dimanche et mardi. Le transfert est fait. C'est un petit peu le mood, hein, et il accepte ça. Le transfert lundi, sur la glace aujourd'hui. Et puis oui, pour lui, c'est un nouveau départ dans sa carrière, hein, finalement. On peut le comprendre comme ça. Doug, voilà, il a joué au CP Berne. Davos lui avait signifié qu'il ne voulait pas le conserver. Via Bienne, c'est dans la logique. C'est un changement d'air qui va faire du bien. Puis... écoute, si c'était clair, il n'allait pas de retour avec Davos, donc je pense qu'ils en ont profité pour faire le changement maintenant. On dit que Hischier on dit que Bienne a l'intention de le signer pour l'année prochaine. Oui. C'est la raison pour laquelle on a plus ou moins accéléré les choses. Nussbaumer aurait signé du côté de Davos. Lui serait sur le point de signer avec Bienne pour l'année prochaine. Donc on a dit... Parce que Stéphane, ce qui s'était dit aussi, c'est que finalement, quand on lui a signifié qu'il n'allait pas rester à Davos, il avait fait un excellent début de saison, et puis là, il était sur 13-14 matchs sans aucun point. Donc finalement, ça a peut-être descendu sur son moral là, et puis maintenant, il peut repartir avec des nouvelles ambitions pour prouver sa vraie valeur dans sa nouvelle équipe. Puis le gars, il aura l'esprit libre, parce que les joueurs, quand il y a des échanges en Suisse, c'est un nouveau contrat. Avant d'être échangés, en NHL, ils sont échangés, on ne leur demande pas leur avis, puis le nouveau club prend le contrat tel qu'il est. Ici, les joueurs, ils renégocient le contrat. Avant de faire un deal comme ça, d'un échange, les joueurs ont le droit de renégocier. C'est un tout nouveau contrat, et je pense qu'on lui a assuré que son avenir du côté de Bienne. Puis effectivement, moi, encore une fois, ces négociations de contrat en cours de saison, ça joue dans la tête des joueurs. C'est humain. C'est humain de se dire, attends, ton agent t'appelle, ouais, il y a ci, il y a ça, voilà où on est en discussion avec tel club, tel club, tel club. À un moment donné, ça te joue dans la tête. Tu n'es pas libre. Tu es en train de réfléchir à l'année suivante. Messieurs, vous êtes prêts? On est parti pour un festival de buts. Hein. C'était un petit peu porte ouverte aujourd'hui à la BCF Arena. On a l'impression qu'on avait un petit peu soldé tout, et puis que les gens s'empressaient de venir assister depuis chez eux à ce qu'il s'est passé, parce que tout d'abord, tout a été dans la volonté du premier match. On va faire dans l'ordre des deux nouveaux joueurs, là aussi. Hein. C'est un petit peu la thématique du jour. C'est Nussbaumer et Ulström qui sont, eux, davosiens. Vous avez suivi deux nouveaux joueurs à Bienne, deux nouveaux joueurs à Davos. Nussbaumer qui, Doug, avait, sur ce que l'on sait, signé la saison prochaine, qui part plus vite que prévu. Et Ulström, lui, commotionné, qui veut chercher peut-être un petit peu un air un petit peu plus frais sur les hauteurs grisonnes? Ouais, écoutez, ils avaient besoin d'un jeune qui avait besoin de temps de jeu, qui va pouvoir en profiter à Davos, qui s'en va dans une équipe qui, je pense, est en train de rebâtir. Donc, ils s'en vont avec un mouvement jeunesse. Donc, sur les 2-3 prochaines années, ils vont essayer de bâtir quelque chose avec des jeunes à Davos. D'un autre côté, on a un Ulström qui a été blessé, qui n'avait pas un gros rôle, pas une monstre saison jusqu'à présent avec ce qui se passait. Donc, ils ont juste trouvé quelqu'un pour compléter l'échange, parce que, voilà, ils avaient pas le choix. Tu nous avais dit en avant-match que toi, c'était Davos qui était gagnant dans ce trade. Tu restes pour l'instant sur tes acquis? Oui, même si le résultat du match ne va pas dans ce sens, je pense que Davos, ils sont allés chercher dans la continuité de ce qu'ils ont besoin pour bâtir. Alors, en avant-match, il y avait aussi un entraîneur de Genève qui nous disait qu'il espérait que ses joueurs se présentent ce soir. Je crois que Christian Dubé ne s'attendait pas à ça, hein, sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui à Fribourg, dans ce match entre Gotteron et Davos. Antoine, 0-1, 37 secondes de jeu, 2-0, 1-0-8, 3-0, 1-55. Allô, docteur, là, il y a un problème, il y a un pilote dans l'avion. Enfin, déjà, même pour nous, hein, c'était pas notre match studio, mais on regarde les écrans, puis à chaque fois qu'on tournait la tête, là, ok, 1-0, hop, 2-0, 3-0. Donc c'est sûr qu'à 1,55 de jeu, Fribourg n'était pas présent, c'était encore vestiaire. On dirait qu'il sortirait du quart normalement. Et comme il jouait à la maison, c'était pas ça. Mais c'était pathétique, hein. Là on s'entendait à tout. Il y avait même le compteur sur MySport qui était déjà à 7-0 après 1,55. Hein. C'est dire. Donc voilà, Fribourg, il n'était pas présent. Stéphane, ce début de match fait quand même rappeler celui du 7-2 encaissé par Fribourg contre ce même Davos dans la station grisonne où Dubé avait fait son coup de gueule. C'est le même début de match, là. Oui, c'est le même début de match, mais c'est pas la même réaction derrière, parce que vous allez voir après, malgré que le fait que c'est 4-0, et là, on va changer Berra. Après ce 3-0, là, on va changer Berra, évidemment. Il n'y a rien qui allait. Regarder tous les rebonds.
Le premier rebond n'a pas été favorable à Berra, qui a été complètement décalé. Le deuxième but, c'est un poteau goal, rien à faire. Et là, regardez, il a encore c'est un jeu de ping-pong devant lui. Là, les joueurs qui tombent, le puck qui revolent un peu partout. Alors, le tir de Lindgren, ça dévie sur Aplanable. La canne c'est comédie d'erreur et il n'y a rien qui allait pour Berra. Et Dieu sait que c'est très rare que ça arrive. Il y a un petit peu en dessous dimanche sur les 2 buts, mais rien de grave. Et là, non seulement il prend son temps mort, mais il change son gardien. Ça, après une 55, Doug, tu le comprends, hein? Moi, j'avais des doutes en début de match, mais quand on regarde le résultat à la fin, je pense que Christian Dubé a eu raison de le faire. Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix de prendre les deux en même temps? Je ne sais pas, mais il est allé avec son feeling. Je pense que c'est un gars qui a joué la game assez longtemps puis qui a décidé de le faire. Puis même à la fin de match où c'était serré pour marquer le but égalisateur, ils sont allés le chercher sans le temps mort. Puis il faut lui donner raison. Bob Hartley disait, si tu prends en début de match, ça va mal, tu prends 2-0, tu prends ton temps mort, 3-0, tu changes ton gardien. Le dernier plateau que j'ai fait, on avait dit ça bien. On avait dit ça, ouais, bien. Et finalement, il a sorti son gardien, puis ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, l'avenir leur donne raison. Parce qu'avant de passer au 7-6 que vous voyez noté en bas en prolongation, il y a bien le 4-0. Antoine Conorius, là, ça fait à peine quelques minutes qu'il est sur la glace. Et à 5 contre 4, Turunen marque le numéro 4 de ce début de match à sens unique. Oui, puis ce qui est où on voit ce qu'il a dû dire dans le vestiaire et remonter les bretelles, où Dubé il doit vraiment avoir quelque chose, c'est quand on voit Regardez, on voit Chavaya passer, là, 10 minutes de jeu, il regarde l'horloge et dit « Ah, c'est pas encore fini, ils n'ont plus envie de jouer là. » Le body language, là, c'était une catastrophe du côté de Fribourg. Bon, ce qui fait peut-être du bien, Doug, c'est ce but d'Aplanalp à la 17e. Écoute, c'est le premier, je dirais, qui a commencé à bâtir quelque chose. Pas Davos. Fribourg s'est relevé, a commencé à jouer du bon hockey par rapport à ça. Moi, je suis plutôt à me questionner qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 tiers. Quel message a été dit, qu'est-ce qui s'est passé, parce que les gars sont revenus pour jouer au hockey en deuxième période, puis ils ont montré des belles choses. Oui, parce que moi, je vais peut-être l'évoquer. C'est peut-être Christian Dubé qui a dit, tiens, il y a Aplanalp qui a marqué. Il ne marque pas souvent. C'est un signe, on va pouvoir faire quelque chose. Aplanalp qui a pu marquer depuis 11 mois. Et derrière, c'est la remontada, le début, suite à une double pénalité. Hein. D'abord, une pénalité dans le jeu et une pénalité de handball pour double mauvais engagement. Stéphane, 5 contre 3, Stolberg assiste Gunderson et ensuite Gunderson qui va encore être à la passe pour Di Domenico. Ça vient de 2-4 et de 3. 4 coups sur coup. Voilà, le 5 contre 3 a été accordé un peu généreusement. Là, il y avait une pénalité, puis Ambul a fait 2 engagements faux, donc ça a donné le 5 contre 3. Donc et là, Fribourg a capitalisé là-dessus 2 buts de suite. Ça, c'est le premier break que Fribourg a eu dans le match. Premier break, oui. Le premier truc qui a tourné pour lui, et bien on a marqué 2 buts. Et là, on a fait parler le talent, très, très bon tir de Di Domenico. Doug, qui a toujours été dur avec les gardiens, a encore été dur avec Maillard sur cette séquence-là. Selon lui, il n'aurait jamais dû encaisser ce but-là. Écoutez, il n'est pas masqué. Je pense qu'il faut qu'il suive l'action. Il est là. Donc, pour moi, premier poteau comme ça... Il n'est pas masqué, puis avec la distance, selon toi, il devrait réagir. Oui. Mais le tournant du match, il ne pouvait pas être là, messieurs, parce que Fribourg fait tout pour revenir et encaisse à 4 contre 5, Antoine, le 5-3. Ça fait encore plus mal peut-être que le 3-0 initial. Je l'ai dit, ça pouvait tuer parce que ça revient. Et là, justement, je vois les joueurs arriver sur le banc. On travaille, ça fait 20 minutes qu'on arrive à revenir. À 4 contre 5, on a une occasion normalement de marquer et on s'en prend un. Et ça peut vraiment pourrir l'ambiance momentanément sur le banc et foutre en l'air le match. Et Corvi a connu tout un match. Encore une pièce de jeu, c'est lui qui était... on a vu 2 buts où il était vraiment bien impliqué. Puis là, on se retrouve, on est à 5 contre 4. Il n'y a qu'un défenseur sur la glace, c'est Gunderson, puis c'est Aaron qui agit comme défenseur. Donc ça fait Gunderson lui a donné aussi un petit break, là, qui a pivoté du mauvais côté puis qui a tourné le dos au jeu. Ouais. Mais ça n'empêche pas que Corvi a joué un super match. Exact. Bon, on stoppe un petit coup dans le fil des buts marqués. Là, on va vous montrer un 2 plus 10 minutes contre Benjamin Chavaya, Stéphane, qui a été une sanction correcte donnée contre le défenseur. Ça se passe là en haut de l'image. Ça me semblait, mais j'ai l'impression que le joueur en a un peu rajouté. Il s'est fait mal au genou, il s'est tapé le genou probablement au-dessus de la jambière, mais... Il l'a poussé dans le bas du dos, puis le joueur a giclé, regardez. Ouais, il y a quand même un cross-check. Un cross-check, charge à la bande, 2 plus 10. C'est automatique maintenant. Avant, c'était que 2 minutes, une charge à la bande, puis la charge dans le dos, 2 plus 10. Maintenant, charge à la bande, c'est 2 plus 10 aussi.
Moi, je pense que c'est une bonne décision. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ça les mérite gars. pas plus, Doug? 2+10. Non, c'est juste. Moi, je reviens là. Vous avez bien compris que Fribourg a gagné 7-6, là, on voit. Hein. Mais le nombre de fois qu'ils se sont mis dans le trou pour faire exploser le banc, parce que là, c'est s'il n'y a pas une pénalité stupide. On arrive, boum. On est tous d'accord. Sûr. 3 fois 2 plus 10, on est d'accord, ça fait 6 plus 3. En deux. Réglé. 6 plus 30. Bon, si Fribourg est revenu en voulant jouer au hockey sur glace dans le deuxième tiers, il fait pareil en début de troisième période puisqu'il revient à 5-4 avec David Desharnais, les étrangers, là, Di Domenico, Stolberg. Bon jeu de récupération devant le filet, Doug, et le but de l'espoir. Exécution. Ouais, c'est une très belle frappe. Pas facile, le Camerzin au goal qui sera en goal. Di Domenico fait un très bon travail de retrouver ce puck-là dans l'enclave, puis la glisse à Desharnais pour le tir sur réception. Les étrangers de Fribourg étaient en verve offensivement ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, ils ont grandement aidé une nouvelle fois, mais Davos a été très faible tout le long du match dans le slot. Catastrophe. alors qu'on croit que Fribourg va égaliser, messieurs. Non, 6-4 derrière. Ça, c'est un turnover de Stahlberg. Je viens de vanter les étrangers, mais c'est Stahlberg qui fait... Là, c'est une on est loupée de d'accord. chez loupé. Après, il y a un mauvais changement. Enfin, on anticipe, on est sûr que ça va être bon. On va voir arriver Camerzin sur la glace. Il y a eu un changement, et au moins, de nouveau. Mais c'était une soirée... Non, mais il faut le prendre, ce match, comme cas d'école pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, souvent. Ouais, c'est une accumulation de beaucoup de choses avec finalement beaucoup de buts parce qu'on ne s'arrête pas là. Benjamin Chavaya, après sa pénalité de 2+10, eh bien, va marquer le nouveau but de l'espoir. Il y en a eu beaucoup de l'espoir du côté... Encore une bonne entraînée en entrée de zone de Di Domenico, qui a fait un délai à l'entrée de zone. Un très, très bon passeur. Regardez, il est en haut de votre écran, il s'en va changer. Avec un peu de chance, il n'aura même pas un plus sur cette séquence-là. Oui, il est resté sur la glace, mais... Voilà, encore une fois, Di Domenico qui crée de l'espace pour ses coéquipiers, des bonnes passes. C'est un joueur qui a toujours... On a toujours l'impression qu'il a une seconde de plus. Donc, ce qui fait de lui un joueur de talent. On arrive en fin de match, pénalité pour un joueur davosien. On tente le tout pour le tout, Doug, et la force de caractère de Fribourg cette année, c'est peut-être ça, c'est de ne pas baisser les bras, de marquer avec Sprunger le 6 partout. Ouais, magnifique tir de Julien Sprunger dans le top net, comme on dit. Comme à l'époque. À déclarer, par contre, c'est le deuxième break de Fribourg parce que juste avant, sur la séquence, il y a Lundstrom qui prend une pénalité qui n'existait pas. Ah oui. Donc, je sais pas si on va la voir, mais celle-là, elle était imaginaire. Donc, ça, c'était un break, puis Fribourg a su en profiter. On l'a pas en stock, celle-là. On aurait pu L'arbitrage. la montrer, c'est vrai. Stéphane, tu peux nous expliquer cette pénalité imaginaire? C'est Ulstrom, en fait. C'est Chavaya qui a sa canne à une main, puis Ulstrom veut prendre la rondelle qui approche la canne de Chavaya, puis la canne sur la glace, Chavaya échappe sa canne. Il y a un tout petit choc entre les deux cannes, puis Chavaya échappe sa canne. Puis en plus, Chavaya, après, retient le Ulstrom parce qu'il n'a plus de canne. Tout le monde pense que c'est le joueur de Fribourg qui est pénalisé. Et finalement, non, c'est Ulstrom. Il y a vraiment eu des pénalités gag tout au long de la soirée. C'était drôle, hein? Non, mais je dis là, mais Chavaya, C'était pas un bon il choix, prend par exemple. encore une pénalité. Ah non, c'est le Davosien. Enfin, Ils n'ont pas marqué sur cette pénalité-là. Non, mais mais c'était compliqué, là. Voilà, c'est comme ça. Bon, vous avez compris, on ne s'est pas ennuyé, donc on va voir le dernier but dans cette folle soirée de la BCF Arena. Il y a eu d'abord un tir sur la barre transversale de Kylian Motet, et finalement c'est Victor Stolberg, là, sur un nouvel assist de Gunderson, qui marque le 7-6 final et qui donne 2 points totalement inespérés, Doug, à Fribourg-Gotteron. Il y a un petit flip. Les deux joueurs de Davos qui s'en vont sur le défenseur. C'est magnifique. La geste technique est Le magnifique. petit flip, le shoot, c'est super. Mais Davos, défensivement, là... Est-ce qu'ils sont mauvais défensivement, les garçons? Je veux rien... Les étrangers de Fribourg ont été transcendants ce soir. 68 tirs au but pour Fribourg. Moi, honnêtement, on en a parlé en après-match. J'ai jamais vu ça en Suisse depuis que je suis à MySports. 68 shoots. Quand on a 50, c'est extraordinaire. 60, c'est presque impossible. 68, c'est inimaginable. Alors, je sais que les statistiques des clubs à l'interne ne sont pas toujours les mêmes que les statistiques officielles, mais mettons qu'ils en ont 60, là. Au moins. C'est incroyable. Donner 60 shoots, ça veut dire que ta défensive est inexistante. Puis si on regarde le goal en prolongation, ça part de l'engagement où déjà il y a 2 gars de Davos qui partent du mauvais côté puis qui échappent leur homme. Donc, c'était
c'était à l'image du match. Et Fribourg a su en profiter, montrer beaucoup de caractère, puis ils sont venus... Il y a deux joueurs qui se Doug, il dirigent- le dit. Hein, Deux joueurs qui vont sur Gunderson. À 3 contre 3, ça peut pas arriver. Doug l'a dit, avec tout ce qu'il y a là, je crois qu'il faut... Fribourg a vraiment sur le banc... Ah ouais. L'autre jour, je disais dans la presse, on a une équipe, on sent une équipe. Puis Oui. Moi, on le voit, on voit surtout quand il n'y a pas d'équipe. Hein, quand il n'y a plus d'équipe. Mais- Là, il y a quand même non, quelque chose qui se dégage, mais c'est une année spéciale, il n'y a pas de spectateurs, donc tout est beau, tout est gentil. Là. Mais quand on revient dans un match comme ça, où on revient puis on se met dans le trouble, on revient, on se met dans le trouble, Puis on va puis on chercher voit deux. qu'il y a quand même une unité. Donc, je Et pense vraiment que c'est vrai, mais il y a du caractère. c'est joli. Et comme tu dis, il ne faut pas oublier, cette année, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de fans, il n'y a pas de spectateurs. Puis ça enlève une pression monstrueuse sur les joueurs parce qu'à un moment donné, à 4-0... Ce soir, à 4-0, s'il y a des gens, hein. À 4-0, si les gens ils sont en train de vous tirer leur bière puis à vous siffler toute la soirée, je pense qu'on ne réussit pas peut-être à revenir dans le match. Je veux rien enlever à Fribourg, qui a montré beaucoup de caractère, qui ont fait le job, mais les spectateurs ont un poids monstrueux, puis j'ai hâte de voir des playoffs. Sans spectateurs, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Affaire à suivre. On a des réactions, messieurs, au terme de cette rencontre complètement porte ouverte. Et on commence du côté fribourgeois avec un défenseur, Dave Souter. Dave Souter, qu'est-ce qui s'est passé au début du match? Ouais, c'était un début très compliqué, comme on a pu le voir, mais c'est vrai que ces derniers matchs, on a eu du mal un peu avec le début. Mais je pense qu'on va essayer de ne pas retenir le début du match et puis se concentrer sur la fin, quoi. Ah, quelle force de caractère, hein. Vous étiez mené 4-0 après 10 minutes de jeu, vous imposez en prolongation. Il y a peu de gens qui auraient parié sur vous après 10 minutes. Bah, c'est ça, mais je pense qu'on se le répète tout le temps, on est une équipe de caractère. On veut vraiment montrer qu'on joue jusqu'à la fin et puis on lâchera rien et puis on l'a encore démontré ce soir. Merci Dave. Merci bien. Alors, le prochain joueur à l'interview, il est du côté de l'équipe perdante, Davos. Il a joué son premier match ce soir, c'est Valentin Nussbaumer. Valentin Nussbaumer, c'est pas forcément la façon dont vous espérez commencer avec Davos ce soir. Non, vraiment pas. Surtout, tu arrives dans une nouvelle équipe, tu espères gagner ton premier match et puis après un super départ, perdre à Fribourg, c'est vraiment dommage. Revenons un petit peu sur les derniers événements, ces dernières 24 heures. Comment vous avez vécu l'annonce de votre échange avec Davos? Ben écoute, tout est allé assez vite, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir, de penser. Tu vois, j'ai reçu un appel samedi soir comme quoi j'étais échangé. Puis j'étais vraiment content sur le moment. J'étais très bien accueilli à Davos, ils ont été très professionnels. Franchement, je peux que dire merci. Et puis voilà, la seule chose que je veux, c'est gagner avec eux. C'est pas facile non plus de jouer un premier match après quasiment pas d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Heureusement, vous étiez avec David Lundström sur la ligne. Ouais, exactement. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de discussions avec Aaron et puis Ulström. Je pense qu'on a essayé d'apporter ce qu'on pouvait. Et puis ben voilà, c'est vrai que c'est dur de jouer avec une équipe que tu connais pas beaucoup, mais on est des professionnels et puis ben c'est à nous de faire avec. Merci Valentin. Merci à vous. En souhaitant quand même à Valentin Nussbaumer qui retrouve rapidement le sourire. On a un dernier match à vous passer en revue, ça file dans ce back-check. C'est Zug Rapperswil, Bossard Arena, une équipe de Zug qui fonctionne très bien, qui avait surtout profité de la double confrontation contre Fribourg pour signer 2 succès. Et c'est pourtant Rapperswil qui va ouvrir le score dans cette rencontre dès la 9e minute de jeu d'un joueur qui joue bien depuis qu'il est à Rapperswil, c'est Antoine Igor-Jelovac. Ouais, il a fait ses armes là, avec les années du côté d'Ambry, et là, son passage à Rapperswil lui va bien. Hein. Il a pas mal de temps de glace offensivement. Il était centre au tout début. À 14 ans, il est venu défenseur. Donc aujourd'hui, il arrive à lier un petit peu les deux. Il est dans une très très bonne saison. Je me réjouis pour lui. C'est un petit gars qui a été formé en Suisse romande, les gars, ça, hein? C'est son 3e but à Jelovac. Un autre qui fonctionne très bien, Doug, c'est un jeune aussi, c'est ce Zender. Ouais. Il a fait parler du l'autre jour. 3 buts, il va être 2 fois encore buteur ce soir. Oui, il est en forme, là. Puis, encore, il se démarque. C'est lui qui a battu son joueur pour venir armer un tir sur réception. Puis, magnifique tir là-dessus, très bien exécuté. Bon travail de Klingberg aussi. Klingberg qui revit là, après son début de saison catastrophique en termes de points. Et là, il récolte des points, beaucoup plus de points régulièrement. Mais il travaille, ce Klingberg. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein. Bon, Zug Il va est pas pas avoir la naturel, partie mais- facile dans l'ensemble de cette rencontre, va faire la différence sur le tard. On va attendre les 5 dernières minutes de la rencontre pour définitivement prendre la mesure de Rapperswil avec Stadler
Stéphane, qui s'est fait l'auteur de son premier but en National League pour son 145e match de National League. Ouais, bon, c'est pas un joueur offensif. C'est pas son job, mais... Non, c'est pas son job, mais c'est vrai que c'est un peu long. Regardez, il est en haut de votre écran. Là, regardez, il va plonger. Il était défenseur gauche sur la séquence. Il plonge dans le slot. La passe de Kovar, le jeu d'Hoffman et Kovar est magnifique. Kovar qui connaît, regardez, il ramasse la rondelle. Et on va le chambrer, évidemment, avec ça. Ça va être un bon soir pour lui. Mais regardez Kovar, regarde sa position. Il empêche le défenseur Egli de le couvrir correctement. Il se met disponible. En se retournant, il met la passe. Il sait que le joueur est là. Exactement. Mais Kovar, c'est toute une saison. Kovar, c'est peut-être... Pour moi, je pense que c'est... Avec Malgin, c'est peut-être les 2 MVP jusqu'à maintenant. C'est un playmaker incroyable, c'est un bon passeur. Puis là-dessus, le travail qu'il a fait pour se démarquer, pour se libérer, pour faire cette passe, c'est juste magnifique. On a Albrecht, Klingberg et ce Sender, Yannick de son prénom, qui marque le 3-1. Finale, victoire, on va dire, sans trop forcer, de Zouk, 3e succès consécutif. On est toujours censé dire, ou on pense, c'est sans trop forcer, donc quand même dû cravacher un moment, ça reste... Chaque match est quand même difficile. C'est sûr qu'ils ont une équipe qui est, depuis quelques années, qui est super. Ils changent des joueurs quand même régulièrement, des grands joueurs, mais ils arrivent toujours à sortir un ou un autre joueur. Et c'est une belle équipe. J'aime bien aussi les voir évoluer dans le jeu, c'est assez agréable. Ils viennent d'engager un nouvel étranger. Ouais. Le frère d'un joueur qu'on a connu entre Cloton et Zurich. Nick Shore, le frère de Drew Shore qui a joué à Cloton. C'est 2 Américains qui ont été développés dans le programme de l'équipe nationale américaine, qui ont flirté avec la NHL, a joué un peu à Los Angeles et tout. Et les 2 frères jouent en Slovaquie cette année. C'est 5 matchs, 10 points, 2 points par match facile. Donc, on a engagé ce... Il n'y a plus d'argent dans les coffres nulle part, mais quand même, on en trouve quelque part pour engager des joueurs. Donc, peut-être tant mieux pour nous, parce que McLeod était parti, il se retrouve avec 3 étrangers. On a quand même fait l'effort. C'est vrai que l'équipe allait mal. Il fallait vraiment aider avec un nouvel étranger. Je suis sarcastique, évidemment. Allez, on a passé en revue les 5 matchs qui étaient au programme aujourd'hui. On a dû faire des choix parmi les étoiles de notre soirée. Il fallait un Fribourgeois dans ce choix final de notre émission de Backcheck. C'est Victor Stolberg, 2 buts, un assist. Doug Boulanger, ce soir, qui a été encore un des artisans de cette remontada des Dragons fribourgeois. Oui, écoute, il va très bien. C'est un gars qui a amené beaucoup son puck au goal, a été dangereux, a montré la vitesse qu'il a. Il a shooté 10 fois au but ce soir. 10 fois pour Stahlberg, 9 pour Motet. Assez incroyable quand même. 10 shoots au but, il faut le faire. La deuxième étoile, elle revient d'un joueur qui est arrivé dans son nouveau club et il a tout de suite été décisif. C'est un joueur dont on connaît le talent, Antoine Desclous, mais un but, un assist pour Perttu Lindgren. Ouais, voilà, ça c'était toute la discussion du début de soirée. Qui c'est qui est gagné entre Davos et Bienne? Lindgren est bien rentré pour le club biennois et il a pesé. Alors on espère que ce soit pour les 4 personnes qui ont été échangées, qui reprennent plaisir parce qu'ils ont tous un certain talent. Ils étaient tous en train de se morfondre dans leur club. Et on pense aussi justement à Nussbaumer qu'il faut qu'il s'éclate un peu du côté de Davos. Alors, il y a eu des blanchissages ce soir, mais on a choisi un attaquant, un roi de la passe, un superbe créateur et un buteur aujourd'hui. C'est Enzo Corvi. 1 but, 4 assists, Stéphane. Tout un nouveau match de grande classe de la part du numéro 70 du club d'Avosia. Il est très, très bon cette année, Corvi. C'est un joueur, c'est un fabricant de jeu. C'est pas un shooter. C'est le gars qui pense jamais à shooter au but. Mais ce qu'il est bon pour distribuer les passes. Et je pense qu'il fait une de ses meilleures saisons depuis quelques années. On sait que l'année de Del Curto, ça n'allait pas du tout. L'année passée, c'était ce coup-ci, pas mauvais, mais ça... Et là, cette année, il est transcendant. Dommage que son équipe accorde autant de buts, parce que ça lui enlève évidemment du crédit, parce que si vous accumulez beaucoup de points, faites une saison flamboyante et que votre équipe gagne, on en parle beaucoup plus. Mais il est vraiment très bon cette année, Enzo Corvi. Allez, on va récapituler ce qu'il s'est passé en National League aujourd'hui avec les résultats de cette soirée. Le petit succès de Zurich chez lui 2-1 face à Lugano. Ambry qui bat Genève Servette, c'était notre match studio ce soir. Victoire et match parfait pour Van Pottelberg avec le HC Bienne face à Langnau. Le match le plus fou de la soirée, Fribourg qui bat Davos en prolongation. Et Zug contre les Lakers de Rapperswil 3-1. Au classement, eh bien, on a
on va dire presque un petit statu quo, en tout cas au niveau des placements des clubs romans, 3, 4, 5. Bienne qui reste quand même dans la course et qui espère avec 30 points toujours espérer décrocher cette fameuse 6e place. Puis Berne qui est en quarantaine est forcément toujours dernier. Lausanne y est aussi encore pour quelques heures. En Swiss League, on jouait ce soir. La Chaux-de-Fonds-Olten, succès du HCC 4-1. Viège, Zouk Academy, eh bien, les Hauts-Valaisans montrent des signes de reprise. 5-3 leur victoire. Cloton face à Langenthal dans le match au sommet, c'est 4-0 pour les Aviateurs. Et les Ticino Rockets dans le match du bas de classement, là, se sont imposés face au club zurichois. Au classement, eh bien, on l'a aussi, c'est un petit peu dur de voir, mais vous voyez que le gap s'est de nouveau distancé entre Cloton et Langenthal qui s'affrontaient ce soir. 6 points. Ajoie avec de nombreux matchs en moins est 3e. Sierre qui fait une très belle saison est 4e. Et la Chaux-de-Fonds, lui, bataille avec Turgovie pour espérer être du bon côté de la barre. Voilà, vous savez tout de cette émission. On vous a montré et dit beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup Antoine Desclos. Merci. Merci Doug. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci à la régie pour la bonne tenue de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été en notre compagnie. Vous avez un fan stream demain de Swiss League à regarder si vous le voulez bien. Et le hockey sur glace, c'est quasiment permanent sur MySports. Passez une très bonne soirée. Bye bye.